Et salut à tous, c'est Julien Legon. Aujourd'hui, on va parler d'une des affaires les plus sombres et je trouve les plus scandaleuses de ces 20 dernières années. On va parler de l'affaire Epstein, ou Epstein, tu le prononces comme tu veux d'ailleurs. Tu sais, ce mec que tu vois partout avec des stars. Le gars est plutôt souriant, mais en réalité, c'était un véritable monstre. La question qu'on va se poser dans cette vidéo, elle est simple. Epstein a-t-il été assassiné ou s'est-il suicidé? Là, on parle d'un homme qui organisait des soirées privées assez particulières. Pour la petite info, les adolescentes étaient recrutées, manipulées, abusées, et Dieu seul sait les atrocités qu'il y a pu avoir dans ces petites soirées. Et en 2019, Epstein est arrêté et quelques semaines plus tard, il sera retrouvé mort, comme par hasard, dans sa cellule. Alors, officiellement, c'est un suicide, mais beaucoup de choses ne collent pas dans cette affaire. Maintenant, on va parler évidemment de l'homme, de sa fortune, comment il en est arrivé là, d'où part cette histoire. On parlera évidemment des personnes impliquées. On reprendra tout dans cette vidéo. Maintenant, on va partir directement sur l'île de Little St. James. Et si ce type de vidéo te plaît, abonne-toi, mets un pouce et active la cloche, ça soutient. Maintenant, prends tes popcorn, c'est parti. Pour parler de cette histoire, il faut déjà connaître un peu le personnage, d'où il vient, et ses fréquentations aussi. On parle donc de Jeffrey Edward Epstein, né le 20 juillet 1953 à Brooklyn, New York. Alors il faut savoir que rien ne le destine à devenir milliardaire. Son père est jardinier pour la ville et sa mère travaille comme aide scolaire et femme de ménage. Une famille juive, ashkénaze, plutôt modeste. Il est loin des cercles de l'élite, loin des universités prestigieuses aussi. Il est surtout loin des fortunes, loin de l'argent. Petit, on le surnomme Beer. Il apprend le piano à 5 ans, il est bon en mathématiques, mais il est plutôt discret. Un air tranquille, diront ses anciens camarades. Il n'est pas forcément charismatique, pas dominant non plus, et pas brillant socialement. En revanche, il est intelligent. Il a étudié à la Cooper Union, puis à l'Université de New York. Mais il ne décrochera aucun diplôme. Et pourtant, en 1974, sans diplôme, sans qualification officielle, il devient professeur de mathématiques et de physique dans une école privée très réputée de Manhattan, la Dalton School. Alors, tu fais comme moi, tu te dis mais comment c'est possible? Eh bien ça c'est un mystère. Là-bas, il enseigne aux enfants de familles très puissantes, dont le fils d'un homme qui va changer sa vie, Alan Greenberg, président de la banque d'investissement Bear Stearns. Epstein quitte l'enseignement en 1976, officiellement pour mauvaise performance. Enfin, il faut le savoir, officieusement, certains anciens élèves évoqueront plus tard des comportements déplacés, douteux avec des étudiantes. Enfin bon, rien ne sera prouvé à l'époque. Mais j'ai envie de dire déjà. Et c'est là que tout va basculer pour lui. Il va passer de professeur sans diplôme à trader pour Wall Street. Grâce à Greenberg, Epstein entre chez Bear Stearns, sans formation en finance, sans expérience en trading, et en quelques années, il devient associé à Wall Street. Il passe de tout à jet privé, client ultra riche, c'est la folie. Alors, on se repose la question, toi qui regardes la vidéo, tu fais comme moi, tu te poses la question. Comment un ancien prof sans diplôme devient gestionnaire de fortune des plus riches d'Amérique? C'est bizarre. Enfin bon, il quittera la banque en 1980 et fonde sa propre société, Epstein & Co. Il prétend gérer l'argent des milliardaires. Et parfois on parle de plus d'1 milliard d'actifs. Tout ça pour dire qu'en gros, il baigne avec les plus grosses fortunes du monde. Et pendant des années, personne ne comprend d'où vient cet argent. Il dit être un chasseur de primes financiers. Et tiens d'ailleurs, le magazine Forbes refuse même de le classer comme milliardaire. Sa fortune, elle est trop floue, c'est ce que je dis. D'où vient cet argent? Le gars, il va se construire un empire. Écoutez bien. Hôtel particulier à Manhattan, estimé à 77 millions de dollars. Une propriété à Palma Beach. Un ranch immense au Nouveau-Mexique. Une île privée dans les Caraïbes, Little St. James. Bah tiens,
la fameuse île que tu as sûrement entendu parler, l'île d'Epstein. Tiens, on va s'y attarder 2 minutes d'ailleurs, parce que cette île, elle est particulière. Elle est située dans les îles Vierges américaines, un lieu paradisiaque. Plage de sable blanc, eau turquoise, résidence luxueuse. Un endroit accessible uniquement par bateau ou hélicoptère. Et pendant des années, Jeffrey Epstein y invite des amis, des personnalités influentes et des invités venus du monde entier. Mais tu vois, selon plusieurs témoignages recueillis, certaines victimes affirment également avoir été emmenées sur cette île. Et pour beaucoup qui connaissent un petit peu cette histoire, Little St. James représente le cœur du système d'Epstein, parce que c'est un lieu isolé, loin des regards. Et il se dit que dans cet endroit, c'est le cauchemar. Les enquêtes et témoignages décrivent l'île comme l'un des pires lieux d'abus du réseau. En 2020, le gouvernement des îles Vierges a intenté un procès affirmant qu'Epstein y avait dirigé un vaste réseau de trafic sexuel pendant plus de 2 décennies. Et jusqu'en 2018, ça a impliqué des enfants parfois âgés seulement de 11 ans. Et on passe à quelqu'un d'autre de cette histoire qui est important parce qu'elle va compter dans cette histoire. Dans les années 90, une femme va rentrer dans sa vie, Ghislaine Maxwell, fille d'un grand patron de la presse britannique, Robert Maxwell. Elle devient sa compagne, enfin sa collaboratrice, son intermédiaire dans tout ce trafic de mineurs. C'est d'ailleurs elle qui lui ouvre les portes, les dîners, les galas, les cercles fermés de Jeffrey. Jeffrey fréquente désormais des présidents, des princes, des milliardaires, il est partout. Tiens, j'aimerais qu'on fasse une petite aparté sur les victimes, parce qu'il y en a eu des victimes, notamment sur cette île. Virginia Grave, l'une des victimes les plus connues. Elle a témoigné sous serment avoir participé à l'âge de 17 ans à une orgie sur cette île, et avec le prince Andrew, et environ 8 autres jeunes filles mineures qui, selon elle, ne parlaient pas vraiment l'anglais. Tiens, une autre victime, Sarah Ransom. Elle dira que Ghislaine l'a menacée de détruire sa carrière et de s'en prendre physiquement à elle si elle ne se pliait pas à leurs exigences sexuelles sur l'île. Je veux que tu comprennes le contexte qui est assez étrange. On parle d'un homme qui vient de nulle part. On ne connaît pas son activité, on ne connaît pas d'où vient cet argent, et il vit comme un roi dans des îles et des villas de luxe. Il faut savoir qu'en 2019, lors de sa mise en accusation fédérale, les procureurs évaluent sa fortune à plus de 500 millions de dollars. Alors maintenant, d'où vient cet argent? Pourquoi je pose toutes ces questions? C'est parce que ça va avoir une importance à la question de cette vidéo. A-t-il été assassiné ou s'est-il suicidé? Je pense qu'il faut connaître tout le contexte. L'enquête sur Epstein débute en 2005, mais la première alerte, elle commence en 1996. Une artiste du nom de Maria Farmer, qui propose de l'art avec des photos dénudées. Elle alerte à l'époque les autorités, elle raconte qu'elle aurait été agressée sexuellement par Jeffrey Epstein et Ghislaine Maxwell. Là on parle d'un dossier qui pourrait être énorme à l'époque, mais qui dans les faits ne va rien déclencher de plus. Alors c'est quand même bizarre, non? Tu dénonces un type aussi puissant et derrière ça bouge pas. Là tu comprends que tu te bats contre un mur, quoi. Enfin bon, moins d'1 an après, un autre signal. Une autre femme, Alicia Harden, signale un truc similaire à la police de Los Angeles. Elle explique qu'Epstein se serait fait passer pour un recruteur lié à Victoria's Secret, une agence de mannequins. Et là encore, tu pourrais te dire, ok, 2 alertes, 2 affaires, 2 témoignages, ça devrait bouger. Eh ben non, rien. Si je te dis tout ça, c'est pour te montrer la puissance du mec. On dirait qu'il est protégé, notre Jeffrey. Lui, en attendant, il continue, il voyage, il reçoit, il recrute, il organise, comme si rien ne pouvait l'atteindre. Et puis, arrive 2005, Palm Beach, une adolescente de 14 ans cette fois-ci. Sauf que là, la maman de celle-ci contacte la police de Palm Beach et affirme que sa fille a été amenée au manoir de Jeffrey Epstein par une jeune femme un peu plus âgée et a été payée $300 pour un massage et un déshabillage. Et là, ça passe pas. Pour la première fois, le dossier va s'emballer. Et là, ça devient une vraie enquête. Et les policiers, ils vont découvrir beaucoup de choses. On est en 2006, après 11 mois d'enquête. Les enquêteurs
recueille des témoignages, interroge plusieurs jeunes filles et rassemble différents éléments. Lors d'une perquisition, la maison d'Epstein vont découvrir notamment de nombreuses photographies de jeunes femmes. Et ça, c'est assez compromettant. Des fouilles mènent à la découverte aussi de 2 caméras cachées. Et d'ailleurs, plusieurs personnes accusent Jeffrey d'avoir installé un réseau de caméras partout, dans toutes ses résidences, filmant des rapports sexuels de personnalités à qui il aurait procuré des jeunes femmes pour ensuite pratiquer du chantage. Et que sa fortune viendrait de ça. Plusieurs adolescentes décrivent souvent le fonctionnement et c'est toujours à peu près similaire. Elles sont d'abord invitées pour un massage payé, puis elles sont encouragées pour recruter d'autres jeunes femmes. D'ailleurs, 2 femmes de ménage de Jeffrey diront à la police qu'Epstein recevait des massages chaque jour. Et la police recommandera plusieurs chefs d'inculpation graves, dont relations sexuelles illégales avec des mineurs et atteinte à la pudeur. Mais lorsque l'affaire arrive devant la justice, la situation, elle va prendre une toute autre tournure. Les charges retenues sont beaucoup plus limitées que celles initialement proposées par les enquêteurs. Finalement, en 2008, Jeffrey Epstein conclut un accord de non-poursuite avec des procureurs fédéraux. Alors, il plaide évidemment coupable pour des accusations allégées liées à la sollicitation de mineurs. La peine négociée prévoit 18 mois de prison. Mais d'ailleurs, sa détention sera aménagée. Il peut quitter la prison plusieurs jours par semaine pour travailler de son bureau. Et autre point bizarre, les victimes ne sont pas informées de cet accord, alors même qu'une loi le prévoit. Epstein sera finalement libéré après environ 13 mois de détention. Pourtant, à l'époque, les enquêteurs avaient déjà identifié plusieurs dizaines de victimes potentielles. Et tiens, pour la petite information, des mails divulgués dans la presse en 2018 révèlent que les procureurs ont été dépassés et surtout impressionnés par le pouvoir de Jeffrey. On part un peu plus loin dans le temps. En 2015, plusieurs accusations sont émises contre Epstein et contre Andrew Mountbatten Windsor, ainsi que Alan Dershowitz, professeur à Harvard. Epstein, à cette époque, réglera 17 cas à l'amiable. 17, c'est pas rien. Il faut savoir que depuis que cette affaire est sortie, un nombre incroyable de journalistes ont sorti de nombreux noms de gens connus en relation avec Jeffrey Epstein, et qu'il est difficile de savoir le vrai du faux dans cette histoire, car Epstein traînait avec tout le gratin de la haute société, et chaque personne prise en photo ou en vidéo avec lui est du coup soupçonnée par le grand public. Sûrement à tort pour certains, mais pour d'autres, j'ai des doutes. Et comme on dit souvent, il n'y a pas de fumée sans feu. Jeffrey Epstein est arrêté le 6 juillet 2019. Il est accusé de trafic sexuel et d'organisation par les procureurs. Le procureur américain Jeffrey Berman du tribunal du district sud de New York appelle les autres victimes d'Epstein à se manifester. Les charges contre Jeffrey Epstein sont multiples. La première, organisation de trafic sexuel. La seconde, l'organisation de trafic sexuel de filles mineures, qui a commencé en 2002 et continué jusqu'en 2005. On pense qu'Epstein a abusé de dizaines de filles qu'il a forcées à des relations sexuelles dans ses maisons de New York et de Palm Beach en Floride. Il sera transféré dans une prison fédérale très sécurisée au cœur de Manhattan, la Metropolitan Correctional Center. Et cette fois, Jeffrey devient le détenu le plus surveillé du pays, car l'affaire dépasse désormais largement le simple cadre judiciaire. Cette fois, les charges sont extrêmement lourdes. Et si Epstein est reconnu coupable, il risque jusqu'à 45 ans de prison. Son procès est alors prévu pour juin 2020. C'est vraiment bouleversant de voir le nombre de vies qu'il a brisées et de voir combien de temps ça a duré sans que personne ne fasse rien. Mais derrière les murs de la prison new-yorkaise, la situation devient rapidement étrange. On est le 23 juillet 2019, soit un peu plus de 2 semaines après son incarcération. Jeffrey Epstein est retrouvé blessé dans sa cellule. Il est environ 1h30 du matin. Les gardiens découvrent Epstein semi-conscient avec des marques autour du cou. Les autorités évoquent immédiatement la possibilité d'une tentative de suicide. Mais d'autres hypothèses circulent aussi. Une agression, une mise en scène. Epstein affirmera pour sa part qu'il aurait été attaqué à
Après cet incident, il est placé sous surveillance renforcée. La tension monte, car désormais, au fond, tout le monde sait une chose. Jeffrey Epstein détient potentiellement des informations sur des personnalités très puissantes. Et dans ce genre d'affaires, la pression, elle devient énorme. Mais personne n'imagine encore ce qui va se produire quelques semaines plus tard, 10 août 2019. Il est environ 6h30 du matin au Metropolitan Correctional Center de New York. Comme chaque matin, les gardiens commencent la distribution du petit déjeuner dans les cellules. Mais lorsqu'ils arrivent devant celle de Jeffrey Epstein, quelque chose ne va pas. Le milliardaire est retrouvé inanimé sur le sol de sa cellule. Il est agenouillé avec une bande de drap autour du cou, attaché au sommet de son lit superposé. Les gardiens interviennent immédiatement. Ils vont tenter de le réanimer. Certains détenus raconteront plus tard avoir entendu des gardiens crier « Respire, Epstein, respire ». À 6h33, l'alerte est donnée. Les gardiens préviennent leurs supérieurs et expliquent que le détenu s'est pendu. Epstein est alors transporté en urgence vers un hôpital de New York. Mais quelques minutes plus tard, 6h39, les médecins constatent son décès. Il avait 66 ans. Quelques heures plus tard, l'administration pénitentiaire annonce officiellement sa mort. Alors, la première conclusion évoque un suicide apparent. Dans les jours qui suivent, plusieurs décisions seront prises au sein de la prison. Le directeur de l'établissement est muté et 2 membres du personnel sont suspendus. Mais très rapidement, la mort de Jeffrey Epstein va soulever énormément de questions pour nous, pour le grand public. Sa mort étant vue comme l'occasion pour de nombreuses personnalités d'échapper à des accusations ou des poursuites. Parmi les éléments qui font polémique figure l'absence de surveillance du codétenu. Epstein n'aurait pas dû être seul dans sa cellule. Les premiers résultats de l'autopsie vont rapidement relancer les interrogations autour de la mort de Jeffrey. Parmi eux, le docteur Mark Siegel. Il explique que certains éléments observés lors de l'autopsie rendent la situation assez troublante. Les examens montrent notamment plusieurs fractures au niveau des os du cou, dont l'osioïde. Je ne sais pas si je l'ai bien prononcé d'ailleurs. Cet os se situe juste au-dessus du larynx, près de la paume d'Adam. Il peut effectivement se fracturer dans certains cas de pendaison, mais statistiquement, ce type de fracture est plus souvent observé dans des cas d'étranglement. Un détail médical qui va donc alimenter encore un peu plus les doutes et les questions autour de la mort d'Epstein. Bon, je suis pas spécialiste, mais je vois pas trop comment tu peux te casser cet os par pendaison en se suspendant seulement à ton lit. Vous aurez ma conclusion tout à l'heure. Je veux vous citer quelques noms impliqués de près ou de loin dans cette affaire pour vous montrer la puissance de cette histoire et certains peuvent avoir un intérêt à ce que Epstein ne parle plus. Alors attention, j'ai bien dit je n'accuse personne, on démarre. Le 12 août 2019, Marlène Schiappa et Adrien Taquet demandent l'ouverture d'une enquête en France, des victimes ou des complices d'Epstein pouvant être de nationalité française aussi. Et 11 jours plus tard, le parquet de Paris ouvre une enquête pour viol sur mineurs et agression sexuelle. Le 19 décembre 2023, la juge new-yorkaise Loretta Preska a ordonné qu'une liste contenant les noms de plus de 170 associés d'Epstein soit rendue publique le 1er janvier 2024. Et devinez quoi? Le 1er janvier 2024, la liste est publiée et beaucoup de noms sont dedans. Et pas que des petits. En revanche, certains noms sont cachés. Je vous laisse voir la liste de personnalités mise en cause par la justice. Attention, mise en cause ne veut pas dire coupable. Calmez-vous. En revanche, un truc est sûr. Le 2 juillet 2020, c'est un fait. Ghislaine Maxwell est arrêtée par le FBI. Elle est en détention provisoire. Elle est inculpée de 6 chefs d'accusation. Ghislaine en cours jusqu'à 35 ans de prison. Le 17 décembre 2020, le français Jean-Louis Brunel, fondateur de l'agence de mannequin Carine of Model of America, est arrêté à l'aéroport alors qu'il s'apprêtait à embarquer. Il est mis en examen pour viol sur mineur et harcèlement sexuel. Il sera placé en détention provisoire à Paris à la prison de la Santé. Il est également placé sous le statut dans le cadre de l'affaire d'Epstein. Il est accusé d'avoir recruté des jeunes femmes et d'avoir participé
au réseau d'Epstein. Écoutez bien, le 19 février 2022, il est retrouvé pendu dans sa cellule. Le 6 février 2026, le parquet financier ouvre une enquête préliminaire contre Jack Lang pour blanchiment de fraude fiscale aggravée. Le lendemain, Jack Lang proposera sa démission de la présidence de l'Institut du monde arabe. Comme je vous l'ai dit, je n'accuse personne dans cette vidéo, je relève des faits, pas plus. Mais il faut savoir qu'il se connaissait bien avec Jeffrey. On peut aussi citer le prince Andrew dans cette histoire. En janvier 2020, il est déchu de ses titres de militaire et de parrainage associatif avec l'accord de la reine. On a aussi vu la famille Clinton. Bill et Hillary Clinton ont été cités à comparaître par la commission de surveillance de la Chambre des représentants des États-Unis, dans le but de fournir des témoignages dans le cadre de l'enquête parlementaire sur les crimes perpétrés par Jeffrey Epstein et Ghislaine Maxwell. Bill a cherché à prendre ses distances avec Epstein. Il a expliqué que leur relation était cordiale, mais qu'ils n'étaient pas des amis proches. Il a fermement nié avoir eu connaissance d'un quelconque trafic sexuel ou avoir interagi de façon inappropriée avec de jeunes femmes lors de ses voyages. Alors, cela ne veut pas dire qu'ils sont coupables, je me répète. En tout cas, ce qui est sûr, au vu de certaines photos, je sais que M. Clinton aime les jacuzzis. Il y a aussi la liste avec le fameux carnet de vol de Jeffrey Epstein, puisqu'il passe sa vie dans son jet, notre Jeffrey. La liste des passagers ressemble au tapis rouge des Oscars. Tiens, Bill Clinton qu'on vient d'évoquer, les voyages internationaux, il y a été entre 26 et 27 fois, pour quelqu'un qui a pris ses distances. Donald Trump aussi y sera. Dans les années 90, l'ancien président Andrés Pastrana a voyagé aussi avec lui. Au niveau aussi Fidel Castro, c'est du beau monde qui a voyagé dans ce jet. Mais il y a aussi des politiciens américains. Je vous laisse une liste de 10 personnes visées par la série d'assignations à comparaître approuvée par la commission parlementaire en juillet 2025. Regardez par vous-même. Là, je n'ai cité que quelques personnes impliquées, ou pas d'ailleurs dans cette affaire. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'au moment où j'écris cette vidéo, cette histoire n'est pas près d'être finie. Alors voilà, on a un homme qui fréquentait les plus puissants du monde. Un homme accusé d'avoir mis en place un système impliquant des mineurs. Un homme arrêté en 2019 qui devait peut-être répondre de ses actes devant la justice et qui, quelques semaines plus tard, est retrouvé mort bizarrement dans sa cellule. Alors officiellement, la justice a conclu à un suicide, mais cette mort me laisse énormément de questions. Et comme vous le savez, je finis toujours par ma petite conclusion. Et pour moi, au vu de tout ce que j'ai pu évoquer, on a assassiné Jeffrey Epstein. Il y a trop de choses en jeu, et je pense qu'il y a trop de monde impliqué. Alors je ne donne que mon avis. Est-ce qu'on connaîtra un jour toute la vérité? Franchement, j'en doute fortement. Mais une chose est sûre, cette affaire montre jusqu'où peuvent aller le pouvoir, l'argent et l'impunité. Et vous, vous en pensez quoi? Suicide ou pas? Est-ce que quelqu'un l'a fait taire? Dites-moi dans les commentaires. Dites-moi. Voilà, c'est fini. Cette vidéo touche à sa fin et j'espère qu'elle vous aura plu. Et si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche et à partager. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. C'était Julien Legone. Ciao.